Bon ben merci. On va reprendre les conférences. Donc voilà, moi j'ai l'honneur de poursuivre cette riche discussion de ce début de matinée. Donc toujours dans le droit fil de l'interopérabilité. Cette fois-ci, on va parler d'interopérabilité un peu plus technique, vous allez voir, de sujets d'interopérabilité entre les réseaux privés, les réseaux PMR historiques, des réseaux publics et des réseaux privés. On va aussi parler d'interopérabilité satellite. Et on va aussi parler d'Internet des objets, d'IoT. Donc riche programme. Pour ça, je ne vais pas faire ça tout seul. Donc je vais faire venir des experts qui vont monter sur scène, étaler leur science. Je vais commencer par un très grand expert, Yann Bertrand, de Axience, qui va monter sur scène pour nous parler de l'interconnexion avec les réseaux privés. Donc applaudissez bien Yann. Merci Thomas pour l'invitation. Ben, merci de venir nous gratifier de tes lumières. Voilà. Donc, Yann, voilà, c'est un historique, Yann, hein, on était ensemble chez Dolphin Telecom, donc ça remonte au XXe siècle, des réseaux privés au XXe siècle. Donc, tu fais partie du club qui a connu la bande 400 aussi dans d'autres statuts. Donc là, on va parler justement d'interconnexion avec ces réseaux privés. Donc, je voudrais juste faire effectivement un parallèle, du coup, un flashback avec l'édition de l'année dernière. On avait déjà abordé de ces sujets-là l'an dernier. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait on avait mis cette planche-là, là, que vous retrouvez là, qui devrait s'afficher normalement. Voilà. Donc, l'idée, c'est que quand on déploie des réseaux 4G ou 5G, normalement, on peut faire des superpositions. On n'a pas besoin forcément de porter des usages des réseaux privés vers des anciens réseaux PMR vers les nouveaux. Enfin, plutôt on les porte, mais on fait une transition qui est rapide. Mais il y a certains utilisateurs dans certains secteurs qui ne peuvent pas fonctionner comme ça. Donc, c'est essentiellement ceux qui ont des objets connectés, notamment des métros, en tout cas des véhicules. Donc on retrouve ça dans le secteur du transport et de la sécurité. Donc beaucoup de domaines dans lesquels on ne peut pas faire des migrations en coup de poing. On doit les faire au fil de l'eau et dans le transport urbain, ça peut être plusieurs années, le fil de l'eau. Donc il faut pour ça que les réseaux PMR et les nouveaux réseaux 4G ou 5G privés puissent s'interconnecter. Donc l'an dernier, on avait regardé quelques possibilités que vous retrouvez ici. Donc d'un côté, vous avez, ça allait par ordre de complexité. Hein. On avait des fonctionnalités simples où globalement on interconnectait deux terminaux dos à dos. La deuxième, c'était plutôt au niveau du poste de la salle de contrôle. La salle de contrôle où, en fait, via les applications de dispatcher, on envoyait une patte vers le réseau privé et puis une patte vers le réseau PMR. Il y avait aussi, on avait évoqué la possibilité d'interconnecter réellement le cœur de réseau 4G, 5G avec un réseau privé et de porter du coup toutes les fonctionnalités. Donc là, la question c'est, Yann, je me tourne du coup vers toi, est-ce que sur ce dernier point, là, est-ce qu'on a progressé un peu? Est-ce qu'on a peut-être des choses supplémentaires à dire cette année? Oui, effectivement, on a progressé côté écosystème 4G, 5G. Donc, cette industrie propose une passerelle dite de cœur de réseau que l'on appelle l'Interworking Function, IWF. Elle est normalisée. Elle est normalisée par le 3GPP, le 3GPP étant l'organisme qui gère la norme 4G, 5G et bientôt la norme 6G. Et qu'est-ce qu'elle offre, cette passerelle? Elle offre les services basiques de communication, donc appel individuel, appel de groupe, appel d'urgence. Elle offre aussi des services d'échange de données courtes, de type SDS, de statut, qui sont très utilisés dans les fonctionnels PMR. Elle offre aussi une fonctionnalité importante qui est la gestion des groupes et notamment la gestion des groupes dynamiques pour inclure des utilisateurs dans un groupe d'appel. Et enfin, elle offre des services de géolocalisation, d'échange de position des différents agents terminaux sur le terrain. Plus récemment, un groupe de travail de l'Association des communications critiques, la TCCA, a publié là, cet été un livre blanc que je trouve assez intéressant et qui décrit les possibilités offertes pour interconnecter un réseau 4G, 5G à un réseau PMR classique de type Tetra, voire APCO25. Et donc, dans ce livre blanc, ils ont une première préconisation.
c'est de dire il vaut mieux utiliser cette passerelle cœur de réseau dans une implémentation native côté PMR, c'est-à-dire que le fournisseur de Tetra ou APCO doit développer cette interface pour avoir la meilleure complétude fonctionnelle entre les réseaux PMR et les réseaux 5G privés. Bon, ça nécessite peut-être un upgrade, une mise à jour du réseau, voire une évolution de celui-ci. Et ça peut avoir une certaine complexité, voire être difficilement et économiquement viable. Donc dans ces cas-là, une solution consiste à faire appel à un fournisseur tiers qui va développer cette passerelle cœur de réseau à travers des interfaces existantes. Alors, ça peut être l'interface intersystème ISSI pour Tetra, I2SI pour l'APCO. Et si ça ne suffit pas, ou si elle n'existe pas, on peut aussi utiliser les interfaces de programmation d'applications dispatcher, qui sont très connues des intégrateurs, des fournisseurs de salles de contrôle, pour offrir ce type de service en interconnexion. Bon, là, faut toujours, quand on fait ce type de développement, il faut toujours aussi bien évaluer l'adéquation fonctionnelle et la complétude surtout fonctionnelle par rapport aux besoins opérationnels. Mais et d'ailleurs, pour ça, le groupe de la TCCA a priorisé les services. Et ils ont notamment placé en priorité 1 les appels de groupe, l'appel d'urgence, les usages données courtes et statuts, et la gestion des groupes, le management des groupes dynamiques. Et pour le public safety, là on va aussi rajouter la crypto bout en bout. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Donc, pour rappel, la TCCA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancienne Tetra Association. Donc, c'est celle qui a piloté pendant très longtemps le standard Tetra et qui, depuis une quinzaine d'années maintenant, a rejoint un peu l'écosystème de 3GPP. Donc, on va dire qu'il fédère les besoins des réseaux critiques au sein du 3GPP. Donc, c'est un contributeur du 3GPP. Donc, maintenant qu'on a dit ça, Yann, est-ce qu'il y a une traduction, est-ce que c'est concret ça? Est-ce que c'est gentil, ça c'est la théorie, mais est-ce que ça existe réellement sur le marché? Alors, pour se faire une idée de la maturité de l'écosystème, on peut jeter un œil au rapport des tests d'interopérabilité qui sont organisés chaque année par l'ETSI. L'ETSI, c'est l'Institut de normalisation des télécoms. Et chaque année, ils organisent des sessions de plug test où chaque fournisseur peut venir avec ses équipements et valider l'interopérabilité de ses solutions avec d'autres industriels. Et si on regarde les derniers tests, on avait au milieu, là vous voyez qu'on a plus d'une dizaine de fournisseurs de serveurs MCX, donc on est plutôt dans l'écosystème 4G, 5G, qui sont présents, qui ont développé cette interface, qui l'ont intégrée avec des infrastructures Tetra. Là, on en a eu deux. Deux fournisseurs d'infrastructures ont participé à ces plug tests et ont testé cette passerelle cœur de réseau IWF. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a que deux qui développent ça. Il y a des développements en cours chez d'autres constructeurs. Il y a aussi des tests privés qui sont réalisés. Mais déjà, ça donne une idée. Et on voit déjà ce qui est encourageant, c'est que l'écosystème 4G, 5G la développe massivement. Là, pour en savoir plus, je pense que le mieux, c'est de se rapprocher. Aujourd'hui, ils sont là, des différents fournisseurs d'infrastructures Tetra pour leur demander où ils en sont et quelle est leur roadmap, quelle est leur vision vis-à-vis du développement et l'implémentation native de cette fonction ou pas. Oui, voir de les encourager fortement à rejoindre ces plug tests qui quand même garantissent en fait cette interopérabilité. Je rappelle qu'en France, les principaux fournisseurs Tetra, c'est Airbus, il y a Thales aussi, et puis aussi Etelm. Donc ça serait intéressant qu'ils participent effectivement, de les encourager à participer à ces cycles. Ça va donner des garanties effectivement à tous ceux, notamment dans le monde du transport, mais pas que, qui ont des besoins de migration, de pouvoir avoir ces passerelles. Est-ce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de migration, à chaque fois c'est migration, mais est-ce qu'on se dit, il pourrait bien sûr qu'on ait des promoteurs de la 4G, 5G, est-ce qu'il n'y a pas des cas où ces passerelles pourraient devenir des passerelles ou des interfaces permanentes? Est-ce qu'il n'y a pas des cas où finalement les réseaux PMR pourraient encore avoir du sens, notamment un peu pour illustrer la discussion qu'on a aujourd'hui sur l'itinérance par exemple, Yann?
Oui, ça peut être le cas, hein, même si aujourd'hui la 5G, elle est convergente, elle a vocation à englober l'ensemble des services PMR et elle tend à être déployée, bon, bien sûr sur les fréquences hautes 2.6, 3.8 pour offrir un maximum de débit, un maximum de services, mais elle tend aussi à être déployée, comme on l'a vu, en 700 avec la fréquence PPDR et peut-être dans un futur plus ou moins proche en bande 400 pour des réseaux plus résilients. Je dis surtout en France parce que c'est déjà déployé dans d'autres pays. On a parlé de l'Allemagne avec LTE 450 Connect, Oui, par exemple. et il faut bien noter que la 5G maintenant intègre des canalisations de 3 MHz, donc effectivement on peut vraiment parler de 5G 400, hein, on est d'accord. Exactement. Et par contre, il y a des bandes de fréquences, hein, comme le VHF, où probablement elle n'ira jamais. VHF, pardon, le PMR VHF, la bande 150, où probablement elle n'ira jamais. Et cette bande, de par ses caractéristiques, elle permet de réaliser une très grande couverture avec petite radio. Et elle est particulièrement adaptée aux couvertures montagne ou aux zones pelances où on a un immense territoire et un très faible trafic. Donc pour un investissement, on va dire raisonnable, on a accès aux services de base grâce à cette bande. Oui, donc le service de base, c'est voix, données courtes, positionnement, on va en rester là. Là, on peut avoir effectivement encore des réseaux qui vont coexister, ou voire même certaines organisations vont vouloir conserver leur réseau PMR actuel, hein, leur réseau de bande étroite, soit pour un ultime secours, soit parce que le déploiement de la 5G est plutôt drivé pour de nouveaux usages, et plutôt adopté, la 5G est adoptée pour de nouveaux usages. On pense notamment à l'industrie, où là, la 5G, elle est plutôt là pour connecter les machines, pour améliorer le système de production, pour connecter la robotique au système d'information, aux opérationnels et améliorer leur process de production. Et ces industries, si on prend un grand site industriel, il peut garder son service de sécurité sur un réseau classique bande étroite. Et ce encore pendant quelques années, notamment si les services de sécurité sont partagés avec d'autres entreprises comme dans les sites pétrochimiques. Et là, on aura besoin de systèmes bimode et de basculement entre les deux réseaux. Donc après, il y a plusieurs solutions, hein. On peut avoir des utilisateurs qui sont équipés de 2 postes ou alors terminaux bimode sur le même site pour passer de l'un à l'autre, ou quand ils sortent de zone, hein, des embarqués qui ont les 2 modes, quand ils sortent de la zone couverte en 5G, ils peuvent passer sur ce réseau opéré. Et enfin, dans les situations de crise, quand on a des réseaux de technologies différentes, il faut pouvoir les interconnecter. Classiquement, ça se fait avec la salle de contrôle. Hein, ces gros sites ont un PC, un centre de commandement qui permet de coordonner. Et on peut faire donc du patch de groupe, hein, c'est-à-dire rejoindre des groupes PMR et des groupes 5G pour coordonner les opérations. Ça peut se faire aussi avec des passerelles radio, hein, ce qu'on appelle des dos à dos. Et là, on parlait d'interface normalisée. Ces 2 types d'interfaces utilisent aussi une autre interface normalisée qui est le côté client des serveurs MCX. Voilà. Donc on pensait aussi, il y avait des cas d'interconnexion avec de la VHF maritime par exemple, ou de la VHF AM, oui, ou de la couverture. On retrouve dans certains pays, on parle beaucoup de la France, mais il y a beaucoup de pays extrêmement vastes où le VHF garde un certain attrait. Ouais. D'autant plus que maintenant aussi Tetra on trouve en Tetra des solutions VHF donc, qui peuvent être complètement adaptées à certaines utilisations. Merci Yann pour toutes ces précisions. Je vais passer maintenant au deuxième intervenant de notre table ronde. Donc, je vais faire venir sur scène Hakim et Adrien. Je vous en prie. Bonjour Hakim, bonjour Adrien, donc merci d'être avec nous aujourd'hui. On va, là pareil, on va faire un petit flashback à l'an dernier. Je vous avais présenté différentes modalités pour en fait faire de l'itinérance entre les réseaux publics et les réseaux privés. Là, j'ai décidé de focaliser sur une qui est ce qu'on appelle l'itinérance native via une dual SIM. Ce qui a longtemps bloqué nos réflexions auparavant, c'était le fait que quand on basculait d'un réseau vers l'autre, on pouvait aller sur un nouveau réseau, mais
par contre, on perdait ses accès, ses identifiants en fait, hein, notamment ce qu'on appelle dans le jargon des adolescents le 06. Hein, donc on le perdait et on avait le SMS aussi, hein, pas que le téléphone, donc c'était un peu pénalisant. Bon, il se trouve qu'en faisant des recherches, moi je suis tombé sur Hakim et puis je suis tombé sur Adrien, je me suis rendu compte que et celui-ci existait déjà. Donc comme disait Monsieur Jourdain, je faisais de la prose sans le savoir. Enfin, certains faisaient de la prose sans le savoir. Donc j'ai voulu qu'on expose un peu cette capacité qui a un nom, hein, ça s'appelle le backup calling. Donc tout simplement, je vais demander d'abord à Adrien si tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur le backup calling. Merci Thomas. Donc le backup calling, pour faire simple, c'est la capacité que vous aurez à pouvoir recevoir des appels depuis votre réseau public dans une zone non couverte. Donc, comme ça peut être illustré là sur le schéma, donc on supposerait que vous passez d'une zone blanche à votre zone couverte par le réseau privé. La résultante du backup calling, c'est la capacité à ce qu'une personne vous passe un coup de fil sur votre SIM public et que vous puissiez tout de même recevoir cet appel depuis la couverture du réseau privé, pour faire simple. Du coup, Hakim, comment ça marche? Oui, regardons un petit peu plus sur les détails techniques. Donc, la fonctionnalité du backup calling est basée sur une fonctionnalité de la double SIM. Hein, c'est la DSDS, donc Dual SIM, Dual Standby. Et prenons un exemple concret d'un utilisateur qui a deux cartes SIM. Donc, une carte SIM du réseau public, que ce soit perso ou pro, son 06, et une carte SIM du réseau privé. Quand on se retrouve dans une zone où il n'y a que la couverture du réseau public, l'utilisateur il a bien sa voix, ses SMS et ses données mobiles à travers le réseau public. Quand cet utilisateur se déplace vers une zone où il n'y a plus de couverture du réseau public, mais qu'il est connecté dans son réseau privé, c'est là où, par exemple, le Google Pixel détecte cette perte de signal, il vient automatiquement déclencher la fonctionnalité du backup calling. La fonctionnalité du backup calling consiste à créer un hotspot virtuel. Un hotspot, c'est un partage de connexion virtuel d'une manière transparente. L'utilisateur ne va pas vraiment voir un hotspot Wi-Fi. C'est-à-dire, dans le modem, on va prendre les données du réseau privé, partager ces données vers la SIM publique où il n'y a pas de couverture. La SIM publique, dans ce cas-là, va utiliser ces données pour créer un tunnel IPsec, c'est-à-dire elle va monter un tunnel vers son cœur de réseau, qui est l'opérateur public, et se réenregistrer en IMS, tel qu'un appel voix sur Wi-Fi qu'on connaît tous. Cela va permettre, en fait, juste avec cette solution logicielle, que l'utilisateur, dans une zone où il n'y a aucune couverture du réseau public, d'être joignable à nouveau. Il pourra aussi recevoir, faire des SMS, même effectuer des appels d'urgence. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de cette fonctionnalité du backup calling, qui, dans la majorité des cas aujourd'hui, les réseaux privés sont juste data-centriques, c'est-à-dire il y a juste les données mobiles. En fait, avec cette fonctionnalité, on pourrait rester joignable sur son 06, comme l'a dit Thomas, grâce à son réseau privé. Oui, c'est très sympa, mais je me retourne maintenant vers toi encore, Adrien. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce que c'est pas magique? J'imagine que tout ça ne tombe pas du ciel. Donc, Adrien, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, donc on pouvait voir à l'écran, le premier prérequis, c'est déjà d'avoir un terminal double SIM, de telle sorte que vous puissiez avoir la SIM du réseau privé et la SIM réseau public active simultanément. Votre opérateur public devrait supporter la VO Wi-Fi et VoLTE, déjà, donc les appels par IMS. Le réseau privé, quant à lui, devrait avoir une connectivité ouverte sur Internet. Doit avoir. Oui, doit avoir, c'est vrai. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Le réseau privé doit avoir une connectivité ouverte sur Internet pour que le tunnel IMS puisse être bien monté. Et sur les différents terminaux, il faut que la fonctionnalité de switch automatique des données mobiles entre les deux SIM soit activée. Donc là, vous avez une capture de l'interface sur du Samsung. Je pense que c'est pas très différent aussi sur du Pixel. Et l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez arriver dans une zone blanche et que le réseau public n'aura plus de connectivité, le terminal va basculer automatiquement sur le réseau privé et la fonction de backup calling se mettra en place.
Bon, je vous vois venir, là, parce que vous êtes en train de nous refourguer des trucs, mais il faudra acheter le terminal à 10 000 €. Nanana, mais... Donc, est-ce que, voilà, l'intérêt, bien entendu, de cette solution-là, c'est que ça soit accessible à des terminaux que les cadres sont susceptibles d'acheter au sein des grandes flottes. Donc, est-ce que les portefeuilles, j'ai envie de dire, les portfolios produits que vous avez sont adaptés Non, mais c'est Oui, merci. Oui. On va refourguer une planche ce matin, Hakim, je suis désolé. Aujourd'hui, nous supportons le backup calling sur toute la gamme de terminaux Samsung commercialisés, que ce soit des terminaux très haut de gamme, des terminaux durcis du terrain, ou alors sur toutes les tablettes compatibles 5G privées. Donc, on s'assurera juste de commander des terminaux Enterprise Edition qui supporteront la fonctionnalité nativement. Et pour ceux d'entre vous qui ont encore des anciens terminaux Samsung, la fonctionnalité est supportée depuis Android 11, donc les terminaux qui ont été commercialisés début 2021 à partir de là, et ceux qui ont reçu la mise à jour aussi. Et c'est pareil chez vous, Pixel ? Oui, c'est pareil. En fait, pour la partie paramétrage dont Adrien a déjà expliqué, donc, on a aussi le paramètre bascule des données automatiques. Le support de la voix sur Wi-Fi pour les opérateurs, ce qui est le cas aujourd'hui en France. Les Pixel supportent la voix sur Wi-Fi pour tous les opérateurs en France et même en Europe, pour la majorité des opérateurs. Pour la partie de la gamme Pixel qui supporte le backup calling d'une manière automatique, c'est-à-dire par défaut, c'est déjà activé, c'est à partir des Pixel 8. Comme vous pouvez le voir, qu'on a lancé en 2023. Donc on a les Pixel 8 et 8A aussi. Donc on a pour toutes les gammes. Et après, on a lancé donc la série 9, 9A et les 9 Pro XL, même le pliable, donc le Fold. Et récemment, là, en août 2025, on a lancé la série Pixel 10. Donc le backup calling est activé par défaut sur tous ces pixels que vous voyez devant vous. Donc ça, c'est vraiment en prenant une version standard, vous me confirmez que des téléphones que vous pouvez acheter. Une fois qu'on a dit ça, je me tourne vers toi, je reste avec toi, Hakim. Est-ce que vous avez d'autres développements là, que vous prévoyez un petit peu pour faciliter, on va dire, l'interaction entre les réseaux publics et les réseaux privés ? Alors, oui, en ce qui concerne le développement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, le backup calling se déclenche une fois qu'on a perte de signal du réseau public. Et on travaille pour améliorer cette fonctionnalité et la rendre un petit peu plus intelligente pour pouvoir déclencher au fait, le backup calling avant qu'on perde totalement le signal. C'est-à-dire on partira sur des niveaux de champ, par exemple les qualités de champ RSRP, RSRQ, et ne pas attendre qu'on perd complètement le signal du réseau public. Il y a aussi d'autres améliorations, d'autres solutions qui seront basées sur la partie geofencing. Donc pour le geofencing, on va définir une zone géographique où on va contrôler le device pour qu'il se connecte soit sur le réseau privé, soit sur le réseau public. Et là, la bascule, au fait, elle se fait d'une manière automatique. Ce que je n'ai pas expliqué peut-être tout à l'heure, c'est que le backup calling fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire du réseau public vers le réseau privé et aussi l'inverse. Ouais, donc là concrètement, pour donner le cas d'usage à tout le monde, vous êtes un cadre, vous êtes dans une usine, je ne sais pas, en banlieue de Laval, en Mayenne ou je ne sais où, à Limoges. Vous rentrez dans votre usine et on va détecter via le geofencing que vous allez au travail et en fait vous allez être dans votre usine, vous allez être automatiquement connecté à votre... c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ce dont vous parlez. Oui. Et vous, Adrien, chez Samsung, est-ce que vous avez des choses qui sont un peu dans les tuyaux, si je peux parler comme ça ? Oui, dans le même sens du travail autour des terminaux Pixel, nous nous appuyons aussi fortement sur le réseau partenaire. Par exemple, nous accordons des privilèges opérateurs aux applications de partenaires comme Airbus, pour ne pas les citer, qui permettent en fait de pouvoir faire le switch automatique suivant la qualité de la connectivité, effectivement, pour ne pas attendre que la connexion soit totalement perdue. Aussi, chez Samsung, nous travaillons à d'autres fonctionnalités qui puissent être riches pour l'usage de réseaux privés. Par exemple, le fait de pouvoir déployer des paramètres opérateurs automatiquement au travers d'un outil de gestion, un EMM. Donc voilà, ça, c'est pas forcément des terminaux durcis dédiés au réseau privé qui sont éligibles. Vous pouvez avoir n'importe quel terminal tant qu'il soit géré avec un EMM et qui bénéficie des solutions Samsung. Et nous avons tout un programme aussi de réseau privé autour de nos terminaux que nous animons régulièrement au siège et qui permettent à des clients, au travers de partenaires ou en contact direct avec nous, de pouvoir, par exemple, enregistrer leur PLM ID ou autre pour fonctionner avec les terminaux.
Écoutez, c'est super. En tout cas, ce que j'ai voulu là, à travers cette conférence, c'est vraiment impliquer beaucoup plus les terminaux, enfin l'écosystème terminaux au sein de Liger et plus largement au sein de tout l'écosystème 5G privé. Moi, j'avais entendu Hakim, tu m'avais dit que peut-être chez Google, vous aviez vu comme la France comme un laboratoire. Pour ces questions de réseau privé, sachez que ça nous plaît, ça me plaît beaucoup. Hein, et si vous pouvez faire pareil, enfin chez tous les fournisseurs, sachez que pour qu'on teste le plus d'extensions possible de réseau privé en France, ça nous fait vachement plaisir. En tout cas, Thomas, j'aimerais juste rajouter notre présence aujourd'hui ici. En fait, ça montre en fait notre engagement pour innover pour l'industrie des réseaux privés. J'aimerais juste rajouter qu'on a un stand aujourd'hui et j'invite tout le monde à venir nous rendre visite et poser vos questions. Et sur la même lancée, suivant ta demande, en fait, nous, on a déjà fait des déploiements de réseaux privés avec des clients majeurs en France. Donc, on n'est plus en mode test, on est en mode live aujourd'hui. Et on a 4 clients aujourd'hui qui ont des PLMID privés sur des zones non couvertes par les opérateurs publics et qui fonctionnent très bien avec les terminaux Samsung. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à toi. Bon, Cyril, comme d'habitude, la partie la plus intéressante, c'est pour toi. C'est pas beau de se moquer. Non, je plaisante. Non, mais Régis, écoute, on va parler d'IoT. Bon, ça, pour le coup, à l'inverse, c'est pas grave. À l'inverse du satellite, c'était des sujets qu'on a déjà abordés, enfin, qui sont pas nouveaux hein, au sein de notre écosystème. Mais on se rend compte que, en 5G, finalement, on en a assez peu parlé ces dernières années. La 5G a quand même été synonyme de haut débit. On a beaucoup focalisé aussi sur la faible latence, mais ça a été l'accroissement des débits. Et finalement, on trouve que ça tarde à arriver, vraiment le volet IoT. Et on a commencé à parler un peu plus cette année de RedCap. Et je voulais que tu amènes un éclairage là-dessus, Régis. Donc on va commencer par une question. RedCap pour les nuls, en gros, ou Wikipédia. Qu'est-ce que c'est RedCap en fait, Régis? Alors peut-être avant de parler de RedCap, refaire un petit tour d'horizon sur de l'IoT et donc l'internet des objets. Donc l'IoT, effectivement, c'est pas nouveau. Là, quand on parle d'IoT, donc c'est de connecter des objets qui sont très divers, donc à Internet ou différentes applications métiers. Ensuite, ces IoT, donc on en retrouve partout, chez nous, que ce soit sur un frigo, dans une usine ou dans les environnements tertiaires, dans les collectivités. Et donc, en fait, on peut les caractériser dans trois grandes. Enfin, il y a trois caractéristiques principales qui les caractérisent. Tout d'abord, le débit. Avec la 5G, effectivement, c'est une des principales approches de la 5G, c'est d'augmenter le débit. Et justement, en IoT, le but, souvent, c'est de pouvoir différencier en termes de débit. Tout à l'heure, on évoquait Chartres. Donc, on parle de vidéosurveillance. Donc là, on va avoir besoin de très haut débit si on veut une grosse qualité de vidéo. Et puis, sur cette même agglomération de Chartres, on parlait de mettre un petit capteur sur une borne incendie qui doit remonter son statut une fois lorsque, je crois que c'est Thomas qui s'amusait quand il était jeune à les ouvrir. Mais donc voilà, on est vraiment sur des besoins. Qu'on préfère taire. Des besoins vraiment différents. Donc ça, c'est la partie débit. Ensuite, la latence. Donc de l'IoT, lorsqu'on va être dans une usine et connecter des PLC pour suivre un process. Donc là, on va avoir besoin d'une latence très faible et maîtrisée. Et dans d'autres contextes, on peut avoir une information qui peut prendre, par exemple, la remontée d'une température extérieure. Donc, on n'a aucune contrainte. Et ensuite, après ces deux éléments, c'est justement après la périodicité de remontée de l'information. Et donc là, on touche un peu tout ce qu'on a beaucoup entendu avec du LoRa, du Sigfox. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir une remontée d'informations en temps réel ? Ou alors vraiment de manière très uniquement lorsque l'événement va apparaître. Et donc tout ça, ça fait des années qu'on en parle.
les réseaux existants, enfin, ou les protocoles un peu historiques l'ont traité. Enfin, tout à l'heure, on parlait de PMR, DMR, Tetra. Donc, on traite de l'IoT, la 2G, la 3G. Ensuite, on a parlé des NB-IoT en 4G, le LTE-M. Donc là, en utilisant les protocoles existants. Ensuite, sont apparus Sigfox, LoRaWAN, pardon, Zigbee, Wireless ART. Et donc voilà, il y a tout un écosystème. Donc ça, c'est pour refaire un petit tour, on va dire, du panel. Ouais, et maintenant... C'est ça, l'idée c'est de converger. Et voilà, l'objectif c'est d'apporter, d'utiliser une infra et de converger l'ensemble de ces réseaux, IT, OT. Donc RedCap, c'est quoi? Ce qui est un peu indiqué dans le titre, c'est de réduire la capacité, ou plutôt d'adapter la capacité aux besoins réels d'une caméra ou d'un capteur unique. Et donc pour ça, RedCap, c'est une fonctionnalité qui est disponible sur la 5G et donc qui est déjà présente chez plus d'une vingtaine d'opérateurs dans le monde et qui permet donc d'adapter le débit et aussi d'avoir des fonctionnalités de veille pour réduire la consommation d'énergie. Et donc comme on réduit aussi les capacités, on l'adapte aux besoins. On réduit les coûts. Exactement, enfin, c'est un peu le on nerf. ouvre le marché. Voilà. Et voilà, à la fois on réduit les coûts et donc on a du massif avec l'ensemble du marché grand public des opérateurs. Et donc on est sur la même techno qu'on soit en réseau public opéré. Là, donc on est dans la continuité des échanges précédents, mais donc avec des coûts faibles. Et à noter aussi que ça permet justement de faire cette itinérance entre réseau public-privé. Vous voyez la liaison, ça est valable aussi pour l'IoT. 0,6 en moins, on s'entend, mais parce qu'il n'y a pas ces contraintes-là, mais c'est l'idée aussi, on a besoin de cette convergence. Donc, qu'est-ce qu'on cible comme marché en fait par rapport à ça? Quels sont les secteurs cibles? Les secteurs qu'on a évoqués dans toutes les discussions depuis ce matin, que ce soit au niveau de l'ACMOS, vont avoir besoin sur du public safety, du smart city, il y a besoin de remontée de données. D'avoir des capteurs, comme on l'évoquait, de la vidéosurveillance, la gestion de l'eau, l'éclairage public. Donc là, il y a tout cet environnement-là. Après, autour du Smart City, il y a des petits sujets autour de musées. Je crois qu'on pourrait aussi apporter un peu de connectivité pour sécuriser certains sites. Ensuite, on va passer sur l'industrie. Donc là, sur l'industrie, aujourd'hui, c'est la connectivité dans l'ensemble des machines, des PLC. Et un des freins, c'est le coût. C'est-à-dire que pour récupérer de la donnée, ça coûte cher, il faut tirer un câble. Et donc là, on pourrait le faire en sans fil, quoi. Très bien. Et est-ce que tout ça, on en est où? Est-ce que ça existe? Aujourd'hui, oui, ça existe. Comme je l'indiquais, il y a une vingtaine d'opérateurs qui l'ont déjà déployé dans le monde. Ensuite, généralement, l'élément clé, effectivement, il y a avec nos confrères, il y a la partie infra, réseau, qui est disponible. Mais ensuite, au niveau des chipsets, donc c'est le même. Là, il y a quelques éléments et quelques industriels qui sont vraiment lancés sur le sujet. Et ce que j'ai regardé aussi, c'est hier en fait, un des acteurs, on parlait tout à l'heure d'Apple, la dernière Apple Watch, pour les coureurs, elle est RedCap compatible. Très bien, écoute, donc on voit que le marché est en train de s'ouvrir, donc je pense que c'est important. Moi j'ai eu des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit qui étaient restés coincés sur une fausse idée de LTE-M ou NB-IoT, qui posait d'ailleurs des problèmes réglementaires parce qu'il fallait avoir cherché, c'était des réseaux séparés. Et là ce qu'on constate, c'est qu'effectivement on a une seule infra-réseau et qui permet effectivement de réunifier, j'ai envie de dire, l'ensemble des usages. C'est ça le message. Oui, tout à fait, donc de pouvoir l'utiliser sur le même réseau et on est sur des produits qui sont à la fois forcément, j'allais dire presque nativement compatibles, qu'on soit sur le réseau public, privé, et quels que soient les types d'infra à partir du moment où on a un 5G, qui est la convergence de tous nos sujets de la discussion d'aujourd'hui. Merci Régis, on espère que le marché va s'ouvrir grâce notamment à ton intervention. Moi, c'est tout pour mon intervention, pour ma table ronde. Je propose qu'on prenne une photo avec les intervenants. Pendant ce temps-là, je vais passer la main à Patrick qui va nous parler de sujets que je ne vais pas évoquer, mais certainement des sujets réglementaires. Donc je vous remercie beaucoup.